Vous voulez tout savoir sur la nouvelle Rolex Oyster Perpetual Landweller? Ça tombe bien, on est chez Rolex à Paris et on a toute la collection. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Bonjour les toqués du tic-tac, 7 ans de réflexion, 7 ans de développement, 32 brevets, un nouveau design, un nouveau mouvement, une nouvelle collection. En un mot, commençons, c'est une nouvelle Rolex. Qu'on aime ou pas, là, avec l'Oyster Perpetual Landweller, faut avouer qu'ils ont frappé fort, très fort même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça qu'avec les équipes, on a préparé une émission très détaillée. On a vraiment été loin dans l'analyse. Alors, dites-nous en commentaire si vous aimez qu'on aille aussi loin ou pas. Et comme d'habitude, évidemment, vous aurez tous les prix dans l'excellent article, encore plus détaillé que va faire Chloé sur MyWatch. Il faut dire qu'avec la nouvelle Oyster Perpetual Landweller, on est au summum de l'innovation technologique et du savoir-faire Rolex en matière de développement, de design et de chronométrie. C'est la digne héritière des très recherchés Rolex Quartz de 1969 et Oyster Quartz de 1977. D'ailleurs, regardez bien, là, j'en ai une. Et oui, la fameuse Oyster Quartz qui est sortie en pleine crise de l'horlogerie suisse pour rivaliser avec l'arrivée massive des montres à quartz japonaises. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette nouveauté qui, pour le commun des mortels, s'inscrit dans la mouvance des montres à bracelet dits intégrés. Mais c'est une grave erreur, camarades collectionneurs. Lorsque l'on parle de la Landweller, il faut voir plus loin. Son calibre, son design et son épaisseur. C'est une Oyster particulièrement fine. Qui a dit fine de Claire? Faites gaffe, j'ai le nom. Je rappelle que si les Rolex sont Oyster, c'est parce que le génie qu'était Hans Wilsdorf, le fondateur de la marque Rolex, avait inventé en 1926 une construction de boîtier qui se refermait comme une huître pour assurer une bonne étanchéité à l'air, à la poussière, au sable et à l'eau. Le fond était vissé, la lunette était vissée et la couronne était vissée. Et à l'époque, les publicités expliquaient que cette construction, avec la pression exercée par l'eau, se fermait comme une huître, d'où le nom. Et pour prouver l'efficacité, Rolex met une Oyster au poignet de Mercedes Gleitze, une Britannique qui va traverser la Manche à la nage en 1927. C'est un exploit pour l'époque, car aucune autre montre sur le marché ne peut assurer une telle étanchéité. D'ailleurs, on n'imagine pas ce que Rolex a inventé ou généralisé en matière d'innovation horlogère depuis le début du XXe siècle. On y reviendra dans de prochaines émissions, car de temps en temps, c'est toujours utile de remettre la manufacture au milieu du village suisse. Et puis, comme l'année prochaine, c'est le centenaire de l'Oyster, on ne va pas s'en priver. Donc, vous aurez bien compris que si on vous parle de la Landweller, ne dites pas seulement que c'est une montre à bracelet intégré. Cette évidence stylistique trahirait votre méconnaissance du modèle. Dites plutôt une chose que peu de gens soulignent, mais qui est primordiale, c'est sa grande finesse. Par l'épaisseur de son boîtier et par la finesse de son bracelet et des maillons qui alternent les surfaces polies et satinées. Le boîtier a été entièrement redessiné et les lignes de cote adaptées pour répondre aux contraintes esthétiques et techniques, notamment en matière d'étanchéité. La géométrie des flancs de carrure a été particulièrement soignée avec des chanfreins eux aussi polis pour obtenir un bel effet. Au dos, évidemment, un fond saphir qui permet d'admirer les rouages du calibre. Et le calibre, on y reviendra plus tard. La célèbre lunette a même été repensée. Les célèbres cannelures Rolex ont été légèrement élargies pour apporter une touche de modernité supplémentaire. En fait, j'adore ces détails qui n'en sont pas. Ils sont quasi invisibles à l'œil nu, mais ça change quand même quelque chose. Et franchement, qui va s'apercevoir qu'il y a moins de cannelures que sur une autre Rolex? Côté bracelet, on retrouve la même exigence de design. Les alternances de poli et satiné jouent avec la lumière pour mieux la refléter. Regardez les détails polis à chaque intersection de maillon. C'est lumineux. Et retenez bien le nom du bracelet, on l'appelle le Flat Jubilé. Tiens, flat, le mot est lâché, ça veut dire plat. En fait, c'est une réinterprétation du célèbre bracelet Jubilé créé en 1945. On a toujours un bracelet 5 rangs, mais cette fois, celui-ci a des maillons plats. Plat mais subtilement surélevé au milieu avec les 3 rangs du milieu qui donnent du relief à l'ensemble. Là encore, on ne montre pas, on suggère, on évoque. On retrouve tout au long du bracelet les alternances de mat et satiné. Mieux encore, la tranche du bracelet est aussi biseautée et polie.
Et oui, parce que dans le prolongement de la carrure, ça construit une ligne de lumière qui parcourt la montre sur le côté, prolongeant celle-ci créée par les flancs polis. L'effet est réussi, et quand vous regardez l'heure, eh bien vous avez cette ligne de lumière qui tourne autour du poignet. C'est franchement très sympa. Et son épaisseur maîtrisée ajoute une touche de style supplémentaire à la finesse de l'ensemble. Évidemment, sur un tel bracelet, pas question de mettre une imposante boucle déployante. On retrouve donc le fermoir invisible, le crown clasp, discrètement signalé à son propriétaire ou à sa propriétaire par une couronne Rolex en relief. D'ailleurs, il est à noter que pour la première fois, le système de fermeture intègre des inserts en céramique pour améliorer la protection et la longévité de la barrette de fixation. Vous voyez qu'on va loin dans les détails là, hein. D'ailleurs, j'ajoute qu'on le retrouve aussi des inserts en céramique sur les maillons des bracelets en or et en platine. Pour finir sur le bracelet, n'oublions pas la chose la plus importante qui soit, évidemment le confort. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que lorsque le bracelet est intégré à la boîte, c'est le bracelet intégré, eh ben, ça se positionne plutôt bien et naturellement sur le poignet. Le confort au porté est indéniable. Mais là, le confort est augmenté par la mobilité des maillons qui épousent les contours du poignet. Regardez la fluidité. C'est assez rare pour être signalé. Passons au cadran. Alors, perso, j'avoue, c'est pas la chose que je préfère sur la Landweller. Mais la technicité qui a été nécessaire pour réaliser le dessin en nid d'abeille vaut quand même le coup qu'on s'y intéresse. En fait, le défi était d'apporter suffisamment de relief et de contraste entre le dessus de l'hexagone et l'intérieur des hexagones, pour que ça se voit, mais pas trop, car le dessin ne devait pas être trop profond pour rester chic. Trop visible, le relief aurait dessiné des ombres portées, et le nid d'abeille aurait perdu de son élégance. En plus, Rolex a été encore plus loin dans le style, en créant des intérieurs d'hexagones mat ou soleillés selon les couleurs de cadran. Et comme chez Rolex, rien n'est laissé au hasard, du coup les cadrans ont été gravés avec des lasers haute précision dits femtosecondes. Ce sont des lasers très rapides, capables d'émettre des impulsions de l'ordre du millionième de milliardième de seconde. Ce sont les mêmes lasers qu'on utilise pour la chirurgie des yeux. L'impulsion est si rapide que la chaleur n'a pas le temps de se diffuser, donc pas de risque d'abîmer les zones adjacentes au dessin. Et avec leur précision chirurgicale, l'usinage est micrométrique. Alors là, franchement, c'est pour ça que ça vaut le coup quand même qu'on s'intéresse à la façon dont est fait le cadran. Les index, eux aussi, méritent notre attention, car l'œil exercé, le même qui vient d'être opéré au laser, aura remarqué qu'en lieu et place de l'habituel Chromalight, la matière exclusive de Rolex dont la luminescence est bleutée, eh ben Rolex a créé une autre matière. Il a pris de la poudre de Chromalight et l'a mélangé à la poudre de céramique pour constituer un bloc de matière luminescente qu'il a suffi ensuite de tailler aux bonnes dimensions pour être inséré dans les index. Pourquoi, me direz-vous? Je vais vous le dire. Pour que la matière affleure aux deux extrémités de l'index. Regardez la vue à la lumière noire qu'on vous passe maintenant, c'est bluffant. C'est comme si un rayon de lumière traversait l'index. Alors que c'est exactement l'inverse sur les index diamants, taille baguette, qui eux sont sertis par les extrémités. Sertissage qui, au passage, est quasi invisible. Et je reviens donc à ma montre en Rolleisor. Les aiguilles ne sont pas en reste et ont été aussi dessinées spécifiquement pour ce modèle, tout comme le réo incliné. Autant dire que visuellement, tout sur cette Rolex a été changé. Et pourtant, il suffit d'un regard pour reconnaître que c'est une Rolex. On change le style, mais on ne change pas l'esprit. C'est l'apanage des designs qui défient le temps. Ils se reconnaissent au premier coup d'œil. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que s'arrêter juste à la simple évocation du bracelet intégré, c'était un peu court. Et encore, c'est pas fini. Vous allez prendre un café. Car j'ai pas attaqué l'innovation majeure de la Landweller, son mouvement, son calibre, le tout nouveau calibre 71-35, déclinaison très innovante du calibre 71-40. Alors pour parler du calibre, je prends la platine, évidemment, avec son cadran bleu glacier. Le calibre 71-35, de prime abord, c'est un classique heure, minute, seconde et date, avec le cyclope Rolex, bien sûr, qui grossit la date 2,5 fois. Mais en fait, pas du tout. Car il est doté d'un système de régulation révolutionnaire. Ce n'est pas le fait qu'il batte à 5 Hz, soit 36 000 alternances par heure, qui soit vraiment révolutionnaire. Il y a d'autres calibres qui le font.
Le calibre El Primero de Zenith par exemple. Ce qui est révolutionnaire, c'est le couple échappement-oscillateur qui apporte indéniablement une avancée majeure en matière de chronométrie. Chronométrie et en plus de maîtrise de l'énergie. Sur les 32 demandes de brevet de la Landweller, 16 ne concernent que le mouvement. Et on va commencer par l'échappement d'Innapulse. C'est un échappement à haut rendement qui améliore, mais vraiment de manière significative, l'énergie délivrée par le barillet et transmise à l'oscillateur. Alors évidemment, là, je sens qu'on en a perdu quelques-uns. Parce que là, on rentre vraiment dans le technique, mais c'est important. Et en plus, on vous a prévu des petites vidéos pour bien vous expliquer. On parle d'un gain de 30% comparé à un classique échappement à encre suisse. Et pour un encombrement similaire. Pour les néophytes, il faut savoir que l'échappement, c'est le dispositif qui permet de libérer petit à petit l'énergie emmagasinée dans le ressort de barillet après le remontage. Remontage à la main ou au mouvement du poignet. Dans le cas de la Landweller, le ressort est remonté à chaque mouvement de poignet puisqu'elle est équipée d'une masse oscillante qui remonte le calibre, comme toutes les Oyster de Rolex, sauf l'Oyster Quartz, évidemment. Je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques de l'échappement d'Innapulse, au risque d'être trop technique et ennuyeux. Pour ceux qui veulent, vous trouverez très certainement, et sur MyWatch, les renseignements nécessaires. Précisons que c'est un échappement à distribution séquentielle et qu'il est fabriqué en silicium pour être insensible aux champs magnétiques élevés. La prouesse technique, c'est son architecture. Elle est très innovante et permet de réduire la consommation d'énergie. On parle ici de roulement et non plus de glissement entre les pièces mécaniques. Vous voyez où est-ce que ça va, Et le résultat, c'est que la réserve de marche est identique au calibre 71-40, soit 66 heures pour être très précis, mais cette fois en battant à 36 000 alternances par heure, et donc assurant une précision au dixième de seconde. Et l'échappement, ce n'est pas la seule amélioration du calibre 71-35. Son oscillateur aussi a été entièrement revu, et plus particulièrement l'axe du balancier, qui est façonné dans une céramique haute technologie. Une céramique blanche, très robuste, brevetée par Rolex et évidemment antimagnétique. Regardez, on voit bien comment l'axe a été façonné, puis ensuite poli par un laser. Le même laser femtoseconde dont on parlait tout à l'heure pour la fabrication des cadrans. Et de chaque côté de cet axe de balancier ont été installés des amortisseurs de choc Paraflex qui garantissent la stabilité et la régularité absolue de l'ensemble dans toutes les positions, et même en cas de choc important, car il replace immédiatement l'axe dans la bonne position. On pourrait croire que battant plus vite, la montre est plus sensible au choc. Eh bien, c'est tout le contraire. Pour finir, revenons sur la fréquence, les 5 Hz, les fameux 36 000 alternances par heure, qui garantissent la précision au moins dixième de seconde. C'est quand même la première fois qu'un calibre 5 Hz se retrouve au cœur d'une Rolex. Et pour les petits malins qui pensent tout savoir, le calibre chronographe El Primero, qui se trouvait dans les cosmographes Daytona comme celui-ci, de 1988 à 2000. Eh ben, il battait pas à 5 Hz, il battait à 4 Hz. Et Rolex avait modifié près de 50% des composants pour gagner en fiabilité et en longévité. Donc revenons au calibre de la Landweller et à son cœur battant à 5 Hz, et là, pour cette fois-ci, je vais prendre évidemment l'or rose, puisqu'on a tout. Cette prouesse ne pourrait pas être possible sans un spiral digne de ce nom pour animer l'oscillateur. Il s'agit ici du spiral Siloxy, dont on connaît les performances puisqu'il équipe déjà quelques montres Rolex, mais sachez qu'il a été modifié pour le calibre de la Landweller. L'épaisseur des spires a été augmentée pour les rendre plus rigides afin qu'elles puissent libérer plus de puissance. Eh oui, le 5 Hz, c'est pas donné à n'importe qui. Alors maintenant que je vous ai dit tout cela et que vous êtes devenus de véritables apprentis ingénieurs horlogers, regardez bien ce qui va suivre parce que ça vaut le coup. La course de l'aiguille des secondes. C'est la magie du 5 Hz. La fluidité de la course de l'aiguille des secondes. Chaque seconde, l'aiguille fait 10 sauts. Le glissement est presque imperceptible à l'œil nu. Regardez la différence avec la montre que vous avez au poignet, c'est bluffant. Il y en a un qui n'a pas regardé. On te dit de regarder ta montre. Regarde ta montre. T'as vu? Ça change, hein? Et devant tant de technologie, on se doute que Rolex n'allait pas cacher une telle merveille. Comme je l'ai dit au début, le calibre est visible par le fond transparent. Et les décorations sont juste sublimissimes. Jusque dans la réalisation des côtes de Genève, qui ont été réinventées par Rolex. D'ailleurs, on les appelle des côtes de Rolex.
Chaque côte est séparée par une fine rainure qui a été soigneusement polie et ça la donne un effet visuel quand on manipule la montre à la lumière que vous n'avez sur aucune côte de Genève. C'est vraiment dingo. Quant à la masse oscillante, qui tourne au moindre mouvement de poignet, elle a été ajourée pour ne rien cacher du spectacle. Et bien sûr, elle est en or. Ce n'est pas par hasard que nous tournons cette émission chez Rolex aujourd'hui directement au siège à Paris. C'est parce qu'il était impossible d'avoir tous les modèles Landweller dans notre studio en même temps. Et je sais que vous aimez qu'on ait les montres en main et qu'on puisse faire des gros plans pour en parler. Il y a 10 modèles dans cette collection en 2025. Je dis en 2025, car évidemment c'est une collection qui va s'agrandir au fil des années. Déjà, la montre arrive dans 2 diamètres, 36 mm et 40 mm. Bonne idée, car chacun y trouvera son compte. Les petits diamètres reviennent à la mode, chez les hommes aussi, qui ont des poignets fins, et aussi de 36 mm pour une femme, c'est juste parfait. Moi, perso, j'opterais plus pour un 40 mm, j'ai un poignet un peu gros, et ne serait-ce que pour mieux voir la course de cette aiguille qui survole le cadran, et puis les blocs de chromalite là, qui traversent. Ça, c'est carrément génial. Et puis, question matière, après, vous avez le choix dans la collection. Le Rolex gris, c'est-à-dire une montre qui marie l'or et l'acier, avec une lunette en or gris et tout le reste en acier. Vous avez l'or Ever Rose. Alors là, on va s'arrêter un peu sur l'or Ever Rose. C'est un or rose exclusif à Rolex, composé de 75% d'or, 20% de cuivre et 5% de palladium et d'indium. Alors le palladium et l'indium, ils servent en fait à stabiliser la couleur de l'or rose. Parce que dans le temps, avec le cuivre, c'est une couleur qui peut bouger. Et là, elle ne bougera pas. Et en plus, dans les surfaces polies, ça donne un brillant un peu particulier. Et comme on a toutes les montres, on ne va pas se priver. Je vais prendre la platine en main. Alors la platine, je sais, le platine est une matière très prestigieuse par définition. Il a ses inconditionnels et ses détracteurs qui le trouvent trop lourd au porté. C'est pas faux, mais là en 36 mm, le poids n'est pas un sujet. Et comme chaque fois chez Rolex, il y a un cadran bleu glacier qui signe les montres en platine. Et là, j'avoue qu'en bleu glacier, le nid d'abeille qui ne me séduit pas, il pourrait me faire craquer. Quelques pièces de joaillerie sont également disponibles dès aujourd'hui au catalogue de la Landweller. Avec soit des index en diamant taille baguette, mais aussi avec des lunettes en diamant. Mais cette fois, taille trapèze. 44 diamants taille trapèze. C'est magnifique. Je ne parle pas de la qualité des diamants utilisés chez Rolex, car on ne badine pas avec la qualité. C'est simple, ce sont des flawless. C'est le top de la gamme. Flawless voulant dire sans aucun défaut. Pas d'inclusion, pas d'impureté, du diamant pur de chez pur. J'attends maintenant, évidemment, la sortie des autres déclinaisons de la Landweller qui ne manqueront pas d'apparaître au fil des années. J'imagine, et je précise que je ne sais pas, que peut-être d'autres cadrans vont arriver. Des cadrans ensoleillés, tout simplement, sans nid d'abeille. Ou un cadran en or rose, pour le rose, qui a un cadran blanc. Ou des cadrans de couleur en émail. Ou des versions joaillières, avec des émeraudes, des rubis, des saphirs. Ou encore, sur la version joaillière, l'incontournable lunette Rainbow dont Rolex a le secret. J'attends des commentaires de votre part pour savoir ce que vous en pensez. Et côté matière, on peut aussi s'attendre à de nouvelles versions. Pourquoi pas une version 100% acier? Et puis évidemment à de l'or jaune. On voit pas comment il sortirait de l'or rose sans l'or jaune. Et pourquoi pas du Rolex or jaune ou du Rolex or rose? On sait que Rolex est le roi du Rolex or, de ce mélange de matières. Parce que vraiment, avec cette collection Landweller et avec cette montre, dont je rappelle la finesse exceptionnelle, eh ben, Rolex a un territoire de jeu infini. Et puis maintenant, 2 évidences. Je me demande même si je dois en parler, puisque la Landweller, comme toutes les Rolex, est certifiée chronomètre par le COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres. Elle subit, comme toutes les autres, les tests drastiques en matière de fiabilité, de résistance, d'étanchéité, 100 mètres, et de précision, puisqu'elle bénéficie de la certification chronomètre superlatif. Ça veut dire que l'écart de marge journalier maximum est compris entre -2 et +2 secondes. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'avec 36 000 alternances par heure, il n'y aurait pas les mêmes performances. Eh bien si, il y a les mêmes performances. Et puis je peux vous dire que la montre, elle a été testée, retestée, retestée et retestée. D'ailleurs, il y a une autre chose, qui est aussi une évidence. Mais ça, vous êtes bien assis, c'est vraiment important. Eh bien, toutes les Landweller, d'une façon incroyable, eh bien, quand elles sont arrêtées, elles vous donnent l'heure exacte 2 fois par jour. Alors ça, quand même, c'est incroyable. Bon, je crois que tous ceux qui regardent les émissions jusqu'à la fin, clin d'œil et private joke, ils savent que c'est vrai pour toutes les montres, presque toutes les montres.
Allez, à tout à l'heure. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires pour dire si vous aimez les émissions longues, détaillées, où on va dans le détail, où on regarde les trucs, on regarde